Bonjour, bonsoir plutôt, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, mes chers collègues, nous entendons aujourd'hui Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles de 2020 à 2022, et Madame Christelle Gras-Leguen, professeure des universités en pédiatrie, chef du service de pédiatrie générale et des urgences pédiatriques au CHU de Nantes et présidente de la Société française de pédiatrie. Dans un contexte de crise du secteur de la pédiatrie et plus globalement de la santé des enfants, les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant lancées en décembre 2022 par M. François Braun, alors ministre de la Santé et de la Prévention, devaient conduire à identifier avant l'été 2023, selon les annonces initiales, des réponses de moyen et long terme pour faire évoluer et renforcer la pédiatrie et établir un plan d'action ambitieux pour la santé des enfants et des adolescents dans notre pays. Près d'un an plus tard, la publication des conclusions des assises de la pédiatrie se fait toujours attendre, alors même qu'un rapport a été remis au ministre de la Santé l'été dernier. Nous serons donc particulièrement intéressés par les explications que vous pourrez nous donner quant aux raisons de ce retard. Nos premières auditions de la HAS et de Santé publique France, ainsi que notre déplacement à l'hôpital Robert Debré, nous ont permis de constater l'urgence de la situation de la santé périnatale en France. Notre rapporteur a pu entendre lundi plusieurs représentants des syndicats d'obstétriciens, d'anesthésistes réanimateurs et de pédiatres qui ont confirmé l'état critique dans lequel se trouve notre système de santé et appelé à un sursaut et à une réorganisation ambitieuse de notre système de soins périnatal en France. Dans ce contexte, et alors qu'une tribune de la Société française de médecine périnatale publiée au début du mois appelait à la mise en place d'assises nationales de la périnatalité, nous serons particulièrement attentifs aux éléments que vous pourrez nous donner sur les conclusions des assises, sur les recommandations qui ont été formulées par les différents groupes de travail, et notamment sur deux objectifs des assises qui intéressent tout particulièrement notre mission d'information. Sécuriser les conditions de naissance dans toutes les régions et H24 et 7 jours sur 7, et renforcer et développer les compétences en pédiatrie sur l'ensemble du territoire. Je vous laisse donc la parole successivement pour quelques minutes chacun et je passerai ensuite la parole à notre rapporteure Véronique Guillotin pour une première salve de questions. Et je vous précise que notre réunion est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Voilà, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur et Mesdames les sénatrices et sénateurs, merci beaucoup pour votre invitation. Écoutez, nous avons bien pris différents points de votre propos liminaire. Nous avions eu connaissance également des questions que vous aviez bien voulu nous soumettre en préalable. Et donc nous avons rédigé un petit support de présentation pour étayer nos propos à Christelle Gras-Leguen et à moi-même, qui prendra peut-être un peu plus que quelques minutes, mais vous nous interromprez autant que nécessaire, et qui, je pense, couvrira à peu près l'ensemble des questions que vous venez de soulever, Madame la Présidente, et qui nous avaient été transmises en amont. Alors, je ne sais pas, c'est monsieur qui... Voilà. Donc, très brièvement, effectivement, replacer le contexte un peu de ces assises, qui remonte à l'hiver 2022, effectivement il y a plus d'un an et demi désormais, où à l'époque, souvenez-vous, c'était un peu le marronnier de chaque hiver, avec la crise des urgences pédiatriques, mais qui, à l'hiver 2022, était particulièrement aiguë, puisqu'on avait la conjonction de 3 épidémies, grippe, Covid, bronchiolite. Et face à cette situation et à la saturation des urgences, au manque de lits d'hospitalisation, qu'ils soient conventionnels ou en soins critiques, avec cette périnate en difficulté, vous l'avez évoqué, de façon un peu devenu structurelle, et avec ce pic à ce moment-là de l'année, avec pour conséquence des équipes épuisées, des démissions qui augmentaient, des images qu'on ne voulait plus voir, et la question de la permanence des soins, c'est ça l'origine des assises.
C'est à ce moment-là que François Braun, à l'époque, effectivement, d'une part, débloque un certain nombre de moyens supplémentaires, 400 millions d'euros de mémoire, et par ailleurs, car vous le savez, nous le savons, chacun le sait, tout n'est pas que question d'argent. J'avais coutume de dire, étant ministre sur ce sujet-là comme sur d'autres, s'agissant de la protection de l'enfance notamment, s'il n'était que question d'argent, en réalité, les choses seraient assez simples, paradoxalement. Il a décidé effectivement de lancer ces assises de la pédiatrie, que nous avons transformées en assises de la santé de l'enfant, ou de la pédiatrie et de la santé de l'enfant, pour bien signifier qu'il n'était pas tant question de discipline, mais bien des patients dont on s'occupait. Et partir des besoins de l'enfant, en l'espèce, nous semble toujours être la bonne approche, pour éviter de s'enfermer dans des disciplines ou dans des compétences, d'ailleurs, des uns et des autres. On aura l'occasion d'y revenir. Et très rapidement, Christelle Grahlengren et moi-même, nous est apparu l'évidence, partagée par bien au-delà de nos deux personnes, que cette crise des urgences pédiatriques n'était qu'en fait la face immergée de l'iceberg. Car en réalité, quand vous prenez les institutions que vous connaissez bien, auxquelles nous sommes très attachés, que sont les PMI, vous en connaissez la situation critique dans un certain nombre de départements, avec des situations très, très inégales. La médecine scolaire, 800 médecins scolaires en France. Il ne reste que 800 médecins scolaires en France. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'on va refonder la médecine scolaire. On part de très très loin. Hein. Pédopsychiatrie. J'avais coutume de le dire aussi. J'ai dû faire, étant ministre, près de 300 déplacements. Pas une seule fois, un élu local, un député, un sénateur, un président de conseil départemental, un travailleur social, un responsable de l'ASE ne m'a alerté sur le manque de pédopsychiatres dans notre pays. Des délais d'attente dans les CMPIJ que vous connaissez, dans tous les territoires, de 6 à 12 mois. Et puis, cette question sur laquelle Christelle va s'arrêter, car elle fait l'objet, évidemment, c'est un objet central de vos réflexions, de vos travaux, une réaugmentation récente de la mortalité infantile qui a été constatée. Donc, en effet, je me permets de vous présenter ce travail que vous connaissez peut-être déjà sur la question de la mortalité infantile qui a été établie par l'équipe INSERM dans laquelle je travaille et qui montre, vous voyez, cette diminution de la mortalité infantile qu'on connaissait depuis la période de l'après-guerre et qui était commune à tous les pays riches comme le nôtre. Et puis une période de stagnation où cette diminution, elle se fait moins rapide et puis finalement, eh bien, une reprise de la mortalité infantile pour laquelle on a essayé d'en savoir un peu plus sur la diapositive suivante. On s'est comparé à d'autres pays européens pour voir ce décalage et dans quelle mesure il était chiffrable. Et finalement, on arrive à l'estimation d'environ 1200 décès de nourrissons par excès. Par rapport à des pays qui sont assez proches du nôtre. On parle de la Finlande et de la Suède ici. Et donc sur la diapositive suivante, vous allez voir qu'on a essayé de mieux comprendre ce qui pouvait se passer. Et donc vous avez là les 3 périodes que je vous ai présentées, celle où ça baisse, donc tous les indicateurs sont au vert, vous voyez, et ça, quel que soit l'âge des enfants. Et donc, les enfants ont été distingués entre les tout-petits, les 0-6 jours, et puis la période périnatale qui vous intéresse, donc les 7 jours, 27 jours, et puis ensuite la post-néonatale. Et donc, ce que l'on voit, vous voyez, c'est que sur cette première période, 2001-2005, où tout est au vert, et donc on voit une diminution significative de la mortalité infantile, et bien finalement, il y a cette période intermédiaire où il y a quelques clignotants qui s'allument, et en particulier sur les 7-27 jours, vous voyez, et où là, il y a une augmentation significative. Et puis, la diminution arrête d'être significative chez les tout-petits, les 0-6 jours. Et puis, la période qui nous alerte, qui est celle depuis 2012, où là, cette fois-ci, on a une augmentation significative sur les tout-petits. On a un arrêt de diminution, je dirais, sur les 7-27 jours. Et donc, c'est cette mortalité périnatale dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour poursuivre mon propos et dans la lignée de ce qu'évoque Christelle, c'est bien, en réalité, au-delà des urgences pédiatriques, l'ensemble de notre système de prise en charge de la santé de l'enfant qui est confronté à des difficultés systémiques. Et c'est donc l'ambition que nous nous sommes assignés que de refonder, ni plus ni moins, l'ensemble de ce système. Donc avec un objectif, dépasser les constats pour essayer de construire un plan d'action pluriannuel. On était vraiment... Enfin, nous, notre travail était très orienté
le constat sur un certain nombre de choses que je viens de vous partager, en fait, on est très nombreux à le partager depuis un certain nombre d'années. Donc nous, on était vraiment focus et orientés sur, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et c'est ce qu'on a demandé d'ailleurs aux différents intervenants et contributeurs de faire. Quelques principes directeurs, juste pour être très clair. On parle d'enfants, c'est bien 0-18 ans, en faisant attention aux personnes aux périodes de transition. Santé, on parle évidemment de santé globale, donc la dimension notamment mentale, même sociale, environnementale, tout ça a été pris en compte dans les travaux que nous avons menés. Une approche par parcours de santé, prendre les enfants et les parents comme acteurs de santé, être dans les mesures concrètes et avec des temporalités à la fois d'urgence, parce qu'il fallait répondre à un certain nombre d'urgences, et puis on a l'ambition de réformer de façon un peu systémique, donc des choses qui forcément prendront un peu plus de temps. Et avec une méthode, et je vais revenir sur le timing, qui était une de vos questions, et je reviendrai un peu plus tard sur le pourquoi, et une méthode qui était celle de la concertation, une concertation la plus large possible. Christelle et moi-même avons donc présidé ce comité d'orientation. Je pense que c'est peut-être le slide suivant d'ailleurs, vous aurez peut-être des images. Voilà, je peux juste vous demander les périodes de transition, c'est lesquelles? Écoutez, c'est enfance, essentiellement les périodes d'adolescence avec les enfants porteurs de maladies chroniques, à quel âge ils passent dans le secteur des adultes, hein, et la transition autour des prises en charge. Donc, termes de méthode et d'organisation, effectivement, nous présidions ce comité d'orientation, Christelle et moi-même, et nous avions défini donc 6 axes de travail dont vous avez eu connaissance, que vous retrouvez là dans la mesure de leur lisibilité, avec à la tête de chacun de ces... voilà, merci beaucoup. Avec la tête de chacun de ces axes, donc si vous pouvez revenir juste 2 minutes sur la slide précédente, un certain nombre de professionnels de santé dont nous étions adjoints les compétences et les talents, profils très différents de l'hospitalier, mais pas que, hein, pour ne pas être trop hospitalo-centré, comme on dit, de la médecine de ville, des généralistes, mais des pédiatres, des infirmières puéricultrices. Je crois que vous recevez d'ailleurs, vous auditionnez très prochainement la NDPE et je vous en remercie. C'est évidemment, elles ont un rôle essentiel. Ça a été rappelé par le professeur Ville dans l'audition précédente. La santé mentale, évidemment, avec à la fois Anne-Catherine Roland de Reims, Guillaume Bronsard, qui est le président de la Maison des associations, au-delà d'être le patron de la pédopsychiatrie au CHU de Brest, et le responsable de l'UAPED là-bas. Bon, voilà, et des gens plus orientés recherche. Donc vraiment, on a essayé, il n'y a pas tout le monde. Évidemment, il ne peut pas y avoir tout le monde, il y a trop de disciplines, de spécialités, de sous-spécialités, pour ne pas dire parfois de chapelles même. Mais en tout cas, on a veillé à varier les profils. Et puis, il y a eu une méthode de concertation très large. Avec, donc, d'une part, je ne sais pas si c'est, je pense que c'est le slide encore après. Voilà, donc on a, en termes de méthode, on a organisé 23 tables rondes au total. Il y a eu plus de 120 auditions qui ont été menées, qui ont donc permis d'auditionner plus de 300 personnes, organisations associatives et autres. Et puis nous avions ouvert avec l'IGAS, qui nous apportait un soutien technique, pas que technique, notamment technique et intellectuel, évidemment. Nous avions ouvert une plateforme de contribution et nous avons reçu plus de 2000 contributions écrites, à la fois d'organisations, mais aussi de professionnels de santé à titre individuel ou de patients. Voilà, il y avait possibilité de... Voilà, et donc tout ça a donné lieu à ce rapport que vous avez évoqué, dans les délais qui nous avaient été assignés initialement, car nous sommes de bons élèves. Donc on nous avait dit avant l'été, et donc nous avons effectivement remis ce rapport avant l'été, donc ça s'appelle « Ma santé, notre avenir », parce qu'effectivement c'est la santé de l'enfant, mais c'est bien l'avenir de la nation tout entière dont il s'agit, et avec la nécessité d'investir, c'est de l'investissement social, hein, d'investir dans la santé des tout-petits, parce que d'une part pour leur santé future en tant qu'adultes, et puis pour la nation tout entière, c'est évidemment plus efficient d'une part, et puis crucial par ailleurs. Et donc, alors, que s'est-il passé? Les aléas de la vie politique. Nous avons donc effectivement remis ce rapport. Alors, ce rapport dont nous allons vous, et Christelle va, pour répondre à une de vos demandes, nous allons vous partager un certain nombre de propositions que nous formulons sur la santé périnatale au sein de ce rapport, un peu en avant-première en quelque sorte, même si nous avons déjà eu l'occasion d'en échanger, notamment avec vos collègues à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a une mission aussi qui portait un peu sur ces sujets-là. Donc c'est un rapport que j'ai devant moi, donc il existe bien, hein, voilà, et qui contient
qui est assez dense dans la mesure où il contient près de 350 propositions. Voilà. Nous avons appréhendé le sujet, vous l'avez compris, de façon très très large, de la question du parcours de santé de l'enfant de 0 à 18 ans, en partant vraiment des parcours, jusqu'aux questions de recherche en pédiatrie, insuffisante aujourd'hui dans notre pays, enfin en tout cas le soutien à la recherche est insuffisant, en passant par les questions de formation. Nous sommes attaqués, et nous aurons l'occasion d'y revenir, parce qu'il y a un sujet en ce moment assez critique sur la question de la formation de l'ensemble des professionnels de santé à la médecine de l'enfant, en passant évidemment par les sujets de prévention, sous tous ces aspects. Nous avons des propositions qui concernent, vous allez y être particulièrement attachés en cette maison, les PMI, mais également la santé scolaire, autre sujet qui a fait l'objet de débats ici. Voilà, la santé mentale, gros chapitre, et puis une attention particulière aussi portée aux enfants fragiles, qu'ils soient porteurs de maladies chroniques ou en situation de handicap, mais également les enfants dans les Outre-mer, dont nous avons voulu y consacrer un chapitre dédié, parce que il y en a marre que les Outre-mer constituent la 5e roue du carrosse, où vous savez ce petit dernier article balai en fin de proposition de projet de loi disant que toutes les dispositions s'appliqueront également aux Outre-mer. Donc une grosse partie sur les Outre-mer, les enfants victimes de violences et les enfants en grande précarité sociale. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures qui portent spécifiquement sur ces enfants fragiles. Voilà, donc c'est assez dense. Ce sont nos propositions, ce ne sont pas les propositions du gouvernement encore. Et nous avons donc remis ce rapport. Excusez-moi, je reviens juste 2 secondes en arrière pour dire que nous avons eu aussi, dans la méthode que nous avons mise en place, c'est important, j'aurais limite dû commencer par là, veiller d'une part à ce que les associations de patients et de parents soient associées à cette démarche. Il y avait 2 représentations d'associations dans le comité d'orientation, France Asso Santé d'une part et SOS Préma d'autre part. Et puis, nous avons beaucoup travaillé avec l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, qui a fait une grande enquête avec nous auprès des parents français pour appréhender un peu quelle était la perception que les parents français avaient de la santé de leur enfant et de la façon dont la santé était prise en compte. Et donc tout ça figure dans ce rapport. Et chose plus importante encore, nous avons associé les enfants, évidemment, à cette démarche. Nous avons travaillé avec un certain nombre sur la base de la méthode développée par le défenseur des enfants chaque année pour son rapport annuel. Nous avons travaillé avec le GEPSO, avec le Haut Conseil à l'enfance, à la famille et à l'âge, avec les Francas, bref, avec un certain nombre de réseaux pour que des enfants en situation de handicap, dans des foyers, dans les conseils municipaux de jeunes, puissent travailler, non pas sur l'ensemble des thématiques que je vous ai présentées, parce qu'ils s'y seraient noyés, les pauvres, mais sur un sujet particulier qui est celui un sujet de prévention, en l'occurrence, sur la santé et l'activité physique. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'enfants qui ont travaillé sur ce sujet-là, qui nous ont formulé des recommandations et qui sont intégrés au rapport. Je ferme la parenthèse et tout ça pour vous dire que le rapport a été remis à François Braun, qui ensuite a été remplacé par Aurélien Rousseau. Et il s'avère qu'un jeudi matin, Aurélien Rousseau devait effectuer un déplacement au CHU de Nantes, dans le service de Christelle Gras-Le Guen, en sa présence évidemment et accessoirement en ma présence. Et il devait faire des premières annonces sur le volet hospitalier des assises de la santé de l'enfant. Et il s'avère qu'il a démissionné le mercredi soir. Voilà, et que donc ces assises qui devaient avoir lieu le jeudi matin n'ont pas eu lieu. Et entre-temps, Agnès Firmin-Lebaudot a pris la suite, puis Catherine Vautrin, puis maintenant Frédéric Valtou. Voilà, et nous avons donc repris langue avec le cabinet, avec les ministres. Il y avait déjà un certain nombre de choses. Voilà, il y a un certain nombre, ça explique il faudra leur poser la question, mais en tout cas, voilà, nous, notre vision des choses. En tout cas, sachez que sous Aurélien Rousseau, il y avait déjà un plan, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si ça serait leur terminologie, mais en tout cas un certain nombre de mesures issues de ce rapport, pas 350, mais en tout cas un certain nombre de mesures issues de ce rapport, à ce stade qui avait été arbitré, rimé, comme on dit. Sachant qu'on a beaucoup bossé, je lui rends hommage avec la DGOS notamment, tout au long des assises, et qui donc, on a embarqué et les cabinets et les administrations dès le début du processus, pour justement essayer de gagner ce temps en amont et ne pas le perdre en aval. Malheureusement, pour d'autres raisons, on l'a perdu. Mais la DGOS a beaucoup contribué, donc les mesures étaient évaluées, budgétées, et puis elles ont été arbitrées. Et donc il y a un plan qui avait été prévu, et
là aussi, sans parler en leur place et sans trahir ce qui se passe au niveau du gouvernement et avec nous, le cabinet de Frédéric Valletoux est reparti de ce qui avait été déjà élaboré par le précédent cabinet pour ne pas repartir à zéro. Voilà. Et puis ils sont en train d'y travailler. Et vous avez dû lire, comme moi, dans Le Monde, de mémoire, que Frédéric Valletoux avait annoncé que... Alors je crois qu'il a parlé de mai, nous a parlé plutôt de fin avril, donc ça sera entre fin avril et mai. Voilà. Devraient se tenir donc ces assises, mais qui, vous l'avez bien compris, est un processus. Et ce moment, parce qu'on aimerait, je pense, enfin nous on y est attaché en tout cas, à ce qu'il y ait un moment un peu, voilà, qui sacralise un peu tout ce processus, ne sera, je pense, qu'une étape en réalité, qui doit donner lieu à un certain nombre d'annonces. Et puis il y a encore plein de projets. De toute façon, même nous, vous verrez dans les propositions que l'on fait, il y a des choses très précises et des choses plus principielles. Et puis, on a dû intégrer, évidemment, un certain nombre de travaux qui avaient déjà en cours. Quand on a commencé la stratégie nationale pour l'autisme, enfin, les troubles neurodéveloppementaux n'étaient pas encore sortis. Donc, on a intégré des mesures dedans. J'ai entendu parler, enfin non, je n'ai pas entendu parler, c'est nous qui allons en parler, enfin, c'était évoqué en filigrane par Pierre Gressin, la stratégie, la deuxième feuille de route sur les 1000 premiers jours, n'est toujours pas sortie. À notre grand regret. Donc on a intégré des mesures là-dedans. Le rapport du professeur Ville et de l'Académie de médecine que vous décisiez juste avant a donné lieu, on va y revenir, j'anticipe un peu, à une mission confiée à François Braun, à je ne sais plus qui doit formuler des recommandations. Donc nous, on n'a pas forcément pris parti là-dessus. Bref, il y a des dynamiques. Il y a sur l'obésité, il y a un rapport qui est sorti, des mesures qui sont... Bon, bref, il y a, comme on a pris très large, il y a évidemment plein de choses qui sont en cours. On a essayé de faire en sorte de tout intégrer pour s'assurer à minima que qu'on ne soit pas en contradiction et que rien ne soit orthogonal. Voilà. Mais donc, je pense que ces assises sont un processus qui continueront de vivre au-delà de cette date, je l'espère, fin avril. Voilà. Très concrètement, sur le sujet de la santé périnatale qui nous réunit aujourd'hui, je vous propose que Christelle vous détaille un certain nombre de... Alors, une fois encore, ce sont nos propositions, ce ne sont pas celles du gouvernement. On aimerait bien qu'elles soient toutes effectivement adoptées, évidemment. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Merci beaucoup pour cette première présentation. Donc, je me suis permise de vous sélectionner parmi les 350, celles qui étaient en lien avec la santé périnatale, de manière à ne pas avoir un effet trop catalogue. On va les passer en revue en ce qui concerne les principales, si vous voulez bien, et puis on pourra échanger ensuite et discuter plus en détail sur ces différentes mesures. Donc la première proposition qui est faite, c'est de créer un registre des naissances et des décès pour pouvoir piloter au mieux cette question de la mortalité infantile. Comme je vous le disais, on a réussi à analyser cette mortalité en fonction des classes d'âge, mais malheureusement, on ne dispose pas derrière de plus de précision pour savoir de quoi sont décédés ces enfants et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a vraiment besoin de mesurer pour piloter. Et donc ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Il y a beaucoup de chiffres qui sont disponibles, mais ils ne sont pas articulés les uns après les autres, entre les autres. Et donc, ça nous paraissait indispensable et un préalable à pouvoir comprendre, puis prendre des mesures, puis adapter et ajuster. Alors, on nous en a déjà parlé de cette compilation des différentes données, en nous précisant que pour l'instant, tout était anonyme et que ça complexifiait aussi le fait de tirer des conclusions de ces chiffres et de ces données. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette nécessité ou non d'anonymiser les données qu'on pourrait recueillir ? Alors aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on est confronté en permanence dans tous nos travaux de recherche et qu'il y a nécessité, et la CNIL est là pour y veiller, à ne pas pouvoir identifier à travers des bases des enfants avec des parcours très particuliers. Et donc, c'est une nécessité et c'est système de protection de tous nos concitoyens. Pour autant, il y a des chaînages qui sont possibles pour pouvoir articuler les bases les unes avec les autres et pour pouvoir arriver à terme à avoir un registre qui ne nécessite pas de saisie supplémentaire, qui ne nécessite pas de travail supplémentaire, mais juste une articulation des bases les unes avec les autres. On est en 2024, on a des informaticiens, des bioinformaticiens extraordinaires qui peuvent faire ça. Je ne dis pas que c'est un petit travail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible et pour lequel je pense qu'il faut vraiment qu'on se donne les moyens de comprendre ce qui se passe et puis de voir dans quelle mesure ce qu'on va mettre en œuvre et ce qui aura été arbitré aura en effet un impact sur ces différents paramètres.
assurer la sécurité des naissances. C'était une de vos questions, bien évidemment, H24, 7 jours sur 7. Et donc, les propositions qui sont faites sont celles qui ont été proposées par le professeur Ville, qui a été interrogé et qui a participé au débat autour de cette question de la santé périnatale et des conditions de naissance. On va revenir tout à l'heure sur les 1000 jours. Les 1000 jours, c'est en effet un programme extraordinaire à développer, à mettre en œuvre une fois qu'on est sorti de la maternité et qu'on a passé ce cap de la naissance en toute sécurité. Mais il faut d'abord avoir eu la chance de pouvoir naître dans un endroit où il y a un pédiatre, un obstétricien, un anesthésiste pour s'occuper de vous si ça ne va pas. Et donc ça, c'est en effet les propositions portées par les assises, de développer des plateaux techniques qui vont permettre de naître en toute sécurité, avec des professionnels qui seront là le jour, la nuit, et donc pouvoir répondre à la pénibilité de la permanence de soins sur des gros plateaux de naissance, et puis ensuite pouvoir transférer les mamans et leurs bébés, après une période de surveillance minimale, vers des maternités sans accouchement, où ils pourront en effet être surveillés par des professionnels de santé qui existent déjà, qui sont déjà dans ces centres, dans ces petits centres pour lesquels c'est vraiment la salle de naissance qui pose problème. Et donc, charge à nous d'organiser des systèmes de transport qui soient efficaces, qui soient sûrs. Et donc, il y a un certain nombre de travaux de recherche sur le sujet, sur comment on transporte une mère et son enfant dans les heures qui suivent la naissance, avec des systèmes de sécurité qui soient optimisés et qui permettent en effet cette souplesse dans le fonctionnement et de répondre à la difficulté majeure qu'on rencontre aujourd'hui avec les petites maternités. Est-ce que vous avez identifié un temps de transport maximum ? Alors, il n'y a pas de temps de transport maximum qui soit chiffré aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut pouvoir transporter les enfants en sécurité et qu'à partir du moment où la prise en charge elle se fait avec du personnel formé, il n'y a pas de temps de transport maximum. On n'est pas dans la situation d'un enfant qui aurait une détresse respiratoire ou une urgence vitale. Vous voyez, on est un enfant qui va bien, une maman qui va bien, on les a gardés suffisamment pour s'en assurer. Donc généralement, c'est au moins 2 heures. Et ensuite, le transport se fait avec des professionnels de santé. Ils ne sont pas tout seuls dans une ambulance qui roule à tombeau ouvert avec une urgence. Il n'y a pas d'urgence. Juste en complément, on s'inscrit, parce qu'on écoutait à la porte tout à l'heure, à la fin de l'audition, on s'inscrit, je crois, on est plutôt en ligne avec ce que disait le professeur Ville à la fin de l'audition, ce qu'il a pu écrire. Vous noterez tout de même que dans les préconisations que nous faites, nous n'avons pas mentionné de ratio de naissance par maternité. Notamment parce qu'une fois encore, François Braun, alors je vous avoue ne plus savoir à qui cette mission a été confiée. Mais en tout cas, il l'avait annoncé. En tout cas, il l'a annoncé, puisqu'il a même annoncé, je ne sais plus si c'était devant nous ou pas, mais enfin, en tout cas, François Braun a à un moment annoncé qu'effectivement, dans la suite du rapport Ville, il confiait une mission, je suis désolé pour la personne en charge, je ne me souviens plus de qui il s'agit, mais pour justement un peu mettre en musique, concrètement, les préconisations du rapport Ville. Étant entendu, si je peux me permettre, et maintenant d'où je suis, je me permets. Non, vous le savez, ça transparaissait, je pense, un peu en filigrane dans les propos du professeur Ville, si j'ai bien décrypté. Et il y a un sujet évidemment politique aussi. Vous le savez bien, dès qu'une maternité ferme dans un endroit, maternité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, les élus, qu'ils soient locaux, parlementaires, députés ou sénateurs, font le siège, je me permets de le dire, du cabinet du ministre de la Santé et du ministre de la Santé lui-même. Sachez-le, je n'ai pas été ministre de la Santé, mais j'ai été secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé. Le ministère de la Santé, le ministre de la Santé passe pas mal de temps à traiter ces sujets. Voilà, donc il y a un moment, il faudrait qu'on arrive, qu'on fasse, me semble-t-il, confiance aux spécialistes, et qu'on essaye d'arriver à un consensus sur cette nouvelle organisation de l'accouchement en France. Vous savez, on en a pas mal discuté entre nous, enfin Christelle me contredira si je dis des bêtises, mais enfin, on peut aussi décider de garder des maternités ouvertes qui posent des problèmes de sécurité. Mais dans ce cas-là, on affiche clairement les choses.
Et chacun prend ses responsabilités. En Angleterre, des membres du comité d'orientation l'évoquaient souvent, vous arrivez dans une maternité et collez sur la porte le nombre de décès par milliers de naissances. Non mais comme ça, au moins, oui. Non mais écoutez, comme ça, au moins, chacun sait où il se trouve, où il se rend, et la responsabilité de chacun est claire. Alors, si vous me permettez, moi, je ferai un parallèle. Ce n'est pas pour défendre mes collègues parlementaires ou les élus, mais on avait un peu la même problématique quand les maisons de service ont été lancées. C'est qu'avant que ça soit mis en place, c'est vrai que beaucoup d'élus montaient au créneau dès qu'une structure devait fermer. Et maintenant qu'on voit comment fonctionnent ces maisons de service, tout le monde en est content. Et là, je pense que c'est un peu la même chose, c'est que les élus entendent qu'une petite maternité va fermer, mais ils ne connaissent pas finalement le système qui va remplacer ce service. Et je pense qu'il faut prendre l'exemple des maisons de service, expliquer comment est-ce que ça va être remplacé ou comment le nouveau parcours va être mis en place. Et à mon avis, ça serait beaucoup mieux accepté par les élus. Il y a aussi des inquiétudes dans l'imaginaire collectif sur il faut être proche, parce que le risque est lié à l'éloignement. Et donc on voit très bien que des endroits comme les îles bretonnes qui sont loin, il n'y a jamais d'accident. Parce que c'est anticipé, c'est prévu, et ce n'est pas la distance qui fait le risque. Et donc, à ce titre, il faut aussi qu'on puisse rassurer, je pense, sur des inquiétudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Et que l'inquiétude, c'est plutôt de savoir si vous avez un obstétricien qui n'a pas fait 10 gardes dans le mois précédent, si vous avez un anesthésiste qui a plus de 70 ans, et s'il y a un pédiatre qui pourrait être joignable s'il y a un problème. Et ça, ce n'est pas forcément le risque qui est identifié par l'ensemble des populations. Si je peux me permettre, je pense qu'on est à chaque fois dans l'urgence, en fait. On est tout le temps sur tout ce que l'on peut connaître, c'est on ferme, on suspend, parce qu'on n'a pas on est tout le temps dans une réaction. Gestion de crise. Voilà, on est tout le temps dans la gestion de crise. Je pense que les Français sont capables d'entendre des choses. Les auditions, d'ailleurs, je pense que voilà, on a eu des professionnels qui ont expliqué les évolutions des métiers, les évolutions des aspirations, la sécurité. Et après, vous avez raison, il y a des décisions politiques à prendre. On est quand même là aujourd'hui, effectivement, pour se demander, pour se poser la question de l'amélioration de la santé. Alors, vous de l'enfant, mais de la femme et de l'enfant, donc qui comprend la prévention, tout ce qui est anténatal, la période de l'accouchement, qui est aussi une période quand même très particulière. On dit qu'il y avait 3 à 5% de risque imprévisible dans une grossesse normale, et puis le post-natal. Et je crois qu'on ne peut pas séparer les deux et ne parler que on ferme, on regroupe. Ça ne peut pas être entendu comme ça. Donc je pense qu'il faut vraiment ouvrir un vrai chantier sur globalement comment on prend en charge la femme et l'enfant depuis la conception, voire avant, jusqu'une période prénatale, en ayant un regard à 360 degrés. Voilà. Avec du personnel formé et puis une prise en charge qui soit de qualité, même en post-natal. Que cette période où on fait connaissance, cette période très importante en sortant de la salle d'accouchement. Et des vrais chiffres et des études consolidées. Donc bravo pour la proposition du registre, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on mette sur la table, on parle de santé, donc des choses consolidées et pas factuelles. Voilà. Non, mais on vous rejoint, je pense, totalement là-dessus. C'est d'ailleurs, je pense, tout l'intérêt de votre commission, de votre mission, d'appréhender les choses du point de vue de l'organisation et systémique. C'est l'état d'esprit aussi des 1000 premiers jours, cette approche holistique que vous évoquez. Et je pense que c'est aussi l'intérêt du rapport Ville, qui est justement d'essayer de proposer un système cible. Mais je pense que vous avez raison, Madame la Présidente, je partage avec vous, il faut donner à voir quel est le point d'arrivée. Oui. Et puis, je ne minore pas, vous ne méprenez pas, le sentiment aussi que peuvent avoir les élus et les habitants de voir effectivement des services publics, toute la question des désertifications et des fermetures des services publics. Il y a une dimension psychologique totalement légitime, compréhensible et dont il faut tenir compte. Il y a également la question moins médicale, mais extrêmement sensible de la ville de naissance.
Et donc moi je travaille à Nantes, hein, et donc oui, et donc sur le carnet de santé et sur tous les papiers, le reste de votre vie, c'est écrit né à Nantes, hein, mais si vous êtes à la clinique quelques kilomètres plus loin, c'est né à Saint-Herblain. Et donc là, ils nous disent non, c'est pas possible, hein. Et donc c'est aussi une dimension très sensible qui n'a plus rien à voir avec la santé, mais qu'il faut pouvoir prendre en compte aussi. Oui, alors on l'a évoqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu qu'on avait déposé une proposition de loi, Très bien. mon groupe Union du Centre, en janvier 2020, mais qui n'a pas continué le chemin vers l'Assemblée nationale. Bon. Donc on va peut-être essayer de réactiver les deux en la parallèle. filière, là, oui. Je poursuis pour ne pas vous faire prendre trop de temps sur les améliorations de prise en charge en lien avec les enfants prématurés cette fois-ci. Donc l'idée, c'était de développer des équipes mobiles néonatales et donc que les enfants puissent rentrer plus vite à domicile avec les équipes qui les connaissent, qui vont se déplacer et qui vont permettre un retour à domicile plus vite. Donc il y a 11 équipes qui sont dans une expérimentation actuelle pour essayer de voir si ça fonctionne et comment on peut généraliser le système. 0 séparation durant l'hospitalisation, ça paraît essentiel. Je vous ai parlé du transport postnatal et donc là, il y a beaucoup de travaux sur le 0 séparation, même pendant le transport. Et puis d'autres propositions qui sont en lien avec les spécificités de la prématurité. Mais si vous avez entendu hier nos collègues de la Société française de néonat, vous avez probablement déjà échangé avec eux sur l'âge biologique et l'âge civil pour les enfants prématurés, qui a l'air de modifier totalement leur performance et leur neurodéveloppement à quelques mois près, on voit bien. Et puis la formation des soignants aux soins de développement pour les tout-petits, qui sont aussi des soins de qualité qui sont importants. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la question du dépistage néonatal, qui est aussi au cœur des discussions de ce début 2024, avec le dépistage de la drépanocytose qui va se mettre en place. Un certain nombre de dépistages qui sont dans les tuyaux, comme on dit. Je pense en particulier à celui du déficit immunitaire. Et puis beaucoup de discussions, et là aussi d'inquiétudes, de fantasmes, et pas encore assez de données scientifiques pour pouvoir avancer sur la question du dépistage systématique du génome à la naissance, qui permettrait de prédire quelques centaines de maladies susceptibles d'arriver plus tard et d'en limiter les effets si on les traite vite. Et donc, bien évidemment, on voit bien les excès, les débordements auxquels ça pourrait conduire. Donc, tous les dépistages qu'on fait déjà aujourd'hui seraient finalement dépassés par cette technique qui permet de manière très rapide, puisqu'il faut 3 heures aujourd'hui pour screener un génome, d'établir. Donc, ça donne un peu le vertige. On est un peu dans de la science-fiction, mais pour autant, ça nous rattrape. Vous rajoutez quelques logiciels d'intelligence artificielle derrière. Et donc, ça, c'est la révolution des mois à venir, je dirais, pour lequel il faut qu'on soit au rendez-vous. Est-ce que ça se pratique déjà à l'étranger, dans d'autres pays? Alors, les Américains sont des grands amateurs de ce genre d'approche. Il y a déjà des expérimentations, des publications qui sont disponibles chez des femmes qui étaient volontaires, bien évidemment. La question, ça va être de savoir comment est-ce qu'on transpose ces pratiques dans une population qui est vraiment différente de la nôtre, et puis un état d'esprit qui est différent, à ce que nous, on souhaite mettre en place et ce que les futurs parents souhaitent également, de manière à ce qu'on ait des outils qui soient performants, mais qui pour autant soient au service des enfants et de leur famille et pas un stress supplémentaire. La mort inattendue du nourrisson, je me permets de vous rapporter les propositions qui sont portées par les assises, dans la mesure où il s'agit en effet d'une problématique qui n'est pas que périnatale, mais qui l'est quand même. Alors je veux bien les diapositives suivantes, s'il vous plaît. Vous avez ici le nombre de décès qui sont recensés dans le registre qu'on a mis en place en 2015. Donc ça a commencé, vous voyez, il y a très peu de temps, et qui permet d'établir à peu près le nombre de décès par an qui sont rapportés au registre. Alors vous voyez cette diminution là des années Covid qui laisse à penser qu'il y a un lien avec les maladies infectieuses. Et puis sur la diapositive suivante, vous avez donc les chiffres du registre, et la diapositive d'après qui vous donne, grâce à ce registre, entre parenthèses, qui n'est pas financé de manière pérenne et pour lequel on s'arrache les cheveux tous les ans à trouver des financements, eh bien ce registre permet de montrer que depuis 2015, vous voyez, c'est environ 13% des enfants
décédés qui ont moins de 1 mois. Et donc, sur cette période très particulière des moins de 1 mois, il y a certainement des choses à faire. Et donc, je veux bien la diapositive suivante. On connaît un certain nombre de facteurs de risque de ces décès dans la première année de vie et dans le premier mois de vie en particulier. Alors, dans les facteurs de risque, il y en a qui ne sont pas modifiables. On vient d'évoquer tout à l'heure la génétique, la prématurité ou des enfants qui naissent avec un très petit poids de naissance, ça, on n'y peut rien. On sait que ces décès surviennent surtout avant 6 mois, mais par contre, il y en a qui sont modifiables. Et parmi celui qui est le mieux connu depuis les années 90, c'est le fait de dormir sur le dos, qui est protecteur et un vrai facteur de risque sur le ventre, sur le côté. Vous voyez, un odd ratio, donc un risque qui peut être augmenté jusqu'à 45. Un environnement de couchage inapproprié, à savoir des objets dans lesquels on vient s'étouffer, on vient se bloquer quand on est tout petit, et puis aussi le tabagisme, et à l'inverse des facteurs protecteurs. Donc je voulais partager avec vous, je veux bien la diapositive suivante, cette image. C'est le dernier enfant qu'on a pris en charge, c'était il y a 15 jours, dans le service où je travaille. Il était chez une assistante maternelle, et voilà ses conditions de couchage. À gauche. Non, est-ce qu'on peut revenir sur la voilà. Voilà, donc ça c'est la vraie vie. C'est une assistante maternelle et cet enfant s'est étouffé dans un oreiller, une couette, ce qui est strictement déconseillé. Et ça depuis 1990. Assistante maternelle. Voilà. Qui est censée être formée. Donc on se dit que ça fait partie des décès évitables et on estime à environ la moitié de ces décès évitables. Et donc là, je voulais partager avec vous ce que j'ai trouvé dans le train. Sur les réseaux sociaux, donc je veux bien la diapositive suivante, de ce qui est vendu par l'industrie et par les ustensiles de puériculture, donc strictement interdit. La suivante, là, voilà, on a l'impression qu'ils veulent se débarrasser de cet enfant puisqu'ils sont quasiment en train de l'étouffer. Et puis là, c'est pareil. Et donc ça circule sur tous les téléphones de tous les jeunes parents. Et on a, je pense, un travail majeur à porter ensemble sur les recommandations, sur les pictogrammes. Et donc, la diapositive suivante, elle porte, vous voyez, sur... alors, c'est le professeur Chalumeau qui est à l'origine de ces travaux et que vous allez entendre, je crois, parle d'exposome. C'est l'exposome visuel. C'est ce à quoi les parents, les jeunes parents, sont exposés de manière inconsciente. Et donc, vous voyez que sur ces paquets de couches, là, sur la droite, ces enfants sont couchés dans des positions qui ne sont pas du tout recommandées. Et que, malheureusement, il n'y a que 10% des paquets de couches qu'il a analysés qui sont conformes aux recommandations. Donc, on a un vrai... alors, ça ne coûte pas cher. C'est en effet... 0 €. On a un vrai travail à faire sur cet exposome, sur le fait de rendre banal des choses qui sont dangereuses. Et je veux bien la dernière diapositive. Vous voyez que même il y a les fabricants de couches, et puis il y a Santé publique France, et même à faire son par rue, même les 1000 premiers jours, on monte des visuels. Voilà. Donc il faut qu'on puisse... donc il y a DGCCRF, enfin, je sais, enfin, là sur les paquets de couches, voilà, il faut saisir, je ne sais pas s'il y a DGCCRF ou pas, enfin, il y a Santé publique France, mais ça, vous en faites pas, que c'est vite remonté quand ça m'est revenu aux oreilles. Enfin, voilà, mais je pense qu'au niveau commercial, il faut effectivement contrôler davantage et sensibiliser contre eux. Donc voilà, une des propositions pour lutter contre ces décès qui peuvent survenir dans les premiers mois de vie. Les 1000 premiers jours, oui, quelques éléments rapides, enfin moins rapides si vous le souhaitez, sur les 1000 premiers jours, qui constituent aussi une part importante des recommandations que nous avons formulées. Donc, bon, vous le savez, moi j'ai pas mal porté cette politique publique quand j'étais ministre. Là, je me permets de le dire d'où je suis, c'est-à-dire de pas grand... Enfin, je suis nulle part aujourd'hui, donc je me permets de le dire. Je trouve que ces 2 dernières années, cette politique publique n'a pas bénéficié de l'investissement, de la constance que nécessite toute politique de prévention. Une politique de prévention, si c'est du one-shot, ça ne sert à rien, hein, c'est à fond perdu. Et donc, c'est des politiques qui doivent, plus que tout autre, faire l'objet d'un investissement constant, et ce qui n'a pas été le cas ces dernières années, je trouve, je me permets de le dire. Il y a une feuille de route, une deuxième feuille de route des 1000 premiers jours qui a été travaillée, qui devait sortir, qui pour l'instant est toujours en attente. Les professionnels de santé sur le terrain, santé au sens large, l'attendent. Fort heureusement, il y a tout de même un certain nombre de crédits qui ont été reconduits, et donc il y a des appels à projets via les ARS, etc., qui sont portés. Donc les professionnels peuvent continuer à mener leurs activités, mais il y a véritablement besoin d'incarner à nouveau, me semble-t-il, cette politique publique et de montrer qu'on y est attaché. Donc nous sommes permis de reprendre un certain nombre de propositions
Alors, il y a d'une part, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais vous savez que notamment les 1000 premiers jours, c'est essayer de créer un parcours d'accompagnement à la parentalité pour tous les parents. Hein. C'est une approche très universelle, très à la française. C'est dur d'être parent pour tout le monde. Hein. Voilà. Il y a pas, on ne l'apprend pas, c'est difficile pour tout le monde. Donc c'est très universel. Donc ce parcours, on a commencé à le créer avec l'entretien prénatal précoce, obligatoire au 4e mois, le moment de la maternité dont on parle. On a investi notamment pour financer un certain nombre de postes médicaux, psychosociaux dans un certain nombre de maternités prioritaires avec des crédits qui avaient été dégagés, travailler le lien ville-hôpital, le fameux lien ville-hôpital, rapprocher les PMI des maternités, bon. Et puis la création de l'entretien postnatal entre le 5e et le 12e mois pour lutter notamment contre la dépression postpartum. Bon, c'est un peu ça les 3 piliers aujourd'hui de l'accompagnement de ce parcours 1000 premiers jours. En Finlande, dont on s'est beaucoup inspiré, ce parcours qui va un peu au-delà des 1000 jours, il y a 13 étapes. Voilà. Et donc il faut renforcer. Donc première idée, c'est que ce parcours d'accompagnement soit renforcé. Alors avec un certain nombre de propositions, proposer à chaque femme une sage-femme référente qui soit en lien avec le médecin traitant, la fameuse question de la coordination des professionnels autour de la personne, de la femme et de son enfant, enfin du couple. Systématiser la proposition de groupes de pères aidants et avec le père notamment. Il y a des groupes de parole de pères qui se montent, qui se développent, notamment au Kremlin-Bicêtre avec le professeur Mikhailov. Améliorer l'information des parents et des professionnels sur la question du sommeil des parents, c'est notamment un des triggers, c'est juste un effet trigger du syndrome du bébé secoué, hein. Ce n'est pas une des causes, mais c'est un effet déclencheur. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Sachez par ailleurs qu'on propose de déployer un plan sommeil dans le cadre de ces assises à l'attention des enfants et des enfants plus âgés, notamment la question du sommeil est un vrai sujet dans notre pays sur les jeunes enfants et les adolescents. Vous voyez à peu près tous les sujets que ça recoupe, hein. Exposition aux écrans, santé mentale, c'est au croisement de beaucoup de problématiques de santé publique. Et charlatanisme, puisque aujourd'hui les parents sont quand même très exposés à des coachs, à des gadgets qui leur coûtent une fortune et qui leur simplifient pas la vie. Absolument, il y a un vrai sujet. Effectivement, il faut que la puissance publique soit en soutien à la parentalité, parce qu'autrement c'est effectivement la jungle. La question du conjoint, que nous avons insuffisamment traité jusqu'à présent, donc le père ou le conjoint. Voilà, Pierre Gressin l'évoquait tout à l'heure, il disait que c'est plus compliqué pour le père, mais enfin c'est peut-être plus compliqué, enfin il faut quand même que le père ou le conjoint soit investi évidemment pour l'enfant, pour la construction du lien, pour des questions d'égalité femmes-hommes, pour des questions de charge mentale, etc. Donc que la consultation prénatale pour les conjoints soit prise en charge par la Sécu, que les conjoints puissent aussi participer aux séances de préparation à la naissance, à la parentalité, enfin tout ce qui a commencé à se développer pour les femmes. Il n'y a pas de raison que le conjoint n'en bénéficie pas, n'y soit pas investi. Bon, question d'enrichir aussi tous les outils qu'on a commencé à déployer, que ce soit l'application, le site, qui nécessite encore d'être enrichi. Et puis un sujet, moi, qui m'est très cher, enfin comme tous les autres, mais c'est celui de la psychiatrie périnatale. Moi, j'avais une coutume de dire là aussi que dans un monde idéal, la protection de l'enfance n'existerait pas parce qu'on aurait décelé précocement et accompagné intensivement les difficultés de différentes natures et notamment psychiatriques. Et par ailleurs, c'est pas parce qu'on a des problèmes psychiatriques qu'on n'a pas le droit d'être parent, hein, mais ça nécessite d'être repéré et d'être accompagné. Et donc nous avions financé d'ores et déjà dans le cadre de la première feuille de route 1000 premiers jours un certain nombre de dispositifs en psychiatrie périnatale avec notamment la création d'équipes mobiles en psychiatrie périnatale, qui associent notamment des professionnels de la PMI, des hospitaliers, qui font donc de l'aller vers. C'est-à-dire dès qu'il y a une situation de fragilité qui est repérée, et parfois on est au niveau on est juste au niveau du projet parental, hein, ou alors d'une grossesse naissante, et on commence à accompagner, et puis après des dispositifs un peu plus intensifs avec des unités de jour mère-enfant, où on accompagne les deux, hein, ce qui nécessite d'avoir des compétences à la fois en pédopsychiatrie et en psychiatrie adulte, et donc de casser un peu des silos qui peuvent exister, mais on ne sépare pas la mère et l'enfant, et on construit le projet, et on travaille sur le lien, et puis des unités d'hospitalisation plus intenses si nécessaire. Voilà, donc ça, on dit que ça marche très bien, à Strasbourg notamment, avec le professeur Sananès, et donc ça, on pense qu'il faut le généraliser. Voilà. Et puis je vous relaisse la parole. Oui, je continue en évoquant les grands titres de chapitre sur le carnet de santé numérique qui va émerger comme un outil qui sera certainement facilitant pour le suivi de la santé dès la sortie de maternité, mais aussi en prénatal, hein, et pouvoir commencer à discuter de cet enfant à naître avant la naissance.
améliorer la santé de la femme enceinte, on en a déjà touché un mot, 0 tabac, 0 alcool, des incitations financières peut-être pour arrêter le tabac pendant la grossesse. Moi, je me désespère tous les matins en arrivant dans la maternité où je travaille de voir toutes ces femmes avec leur gros ventre qui fument là, sur les marches de la maternité. Donc, il faut qu'on puisse les accompagner, les aider. Les campagnes de vaccination pour les femmes enceintes, j'ai rajouté le VRS, puisque en effet, elles ont déjà la grippe, la coqueluche, Covid, VRS. Il faut qu'on puisse leur expliquer, leur proposer. Et puis, la promotion et la facilitation de l'allaitement maternel, qui paraît aujourd'hui indispensable. La question avait été aussi abordée de lancer des travaux sur la fusion des congés familiaux pour pouvoir, là encore, faciliter le retour à domicile et ce lien parent-enfant de manière à se rapprocher de ce qui est fait dans certains pays d'Europe du Nord. Hein. Alors ça, c'est tout ce que le gouvernement a commencé à lancer. Nous, on va un peu plus loin, enfin, on voit les choses un peu différemment de ce que le gouvernement a lancé, mais voilà, chacun est dans son... Effectivement, on avait un modèle cible qui était plutôt ce qui se faisait dans les pays nordiques, avec un congé unifié, plus long, partagé, avec des parts obligatoires entre les deux conjoints. Bon, le gouvernement a quand même initié un certain nombre de choses sur la réforme du congé parental. Et puis tout ça est en lien, évidemment, et c'est un autre projet qu'on avait initié et qui est poursuivi, évidemment, qui est pas simple, qui est autour du mode d'accueil du service public de la petite enfance, hein, puisque tout ça est évidemment lié. Voilà, et puis il y avait l'allaitement maternel aussi, on ne s'est pas attardé dessus, mais sujet sur lequel moi j'avais toujours été très prudent, parce que je crois beaucoup aux vertus de l'allaitement maternel, mais il faut toujours faire attention, comme dès qu'on parle d'ailleurs de parentalité, etc., on est sur une ligne de crête pour ne pas culpabiliser, hein, ne pas être dans de la norme, parce qu'en fait, il n'y a pas de norme, et puis pas culpabiliser aussi, parce que parfois, c'est pas possible, parfois, on ne le sent pas, et voilà, il ne faut pas culpabiliser les femmes qui... Voilà, mais voilà, mais donc là, on veut continuer à promouvoir la facilité de l'allaitement maternel dans le cadre que je viens de vous donner, notamment avec le label IHAB qu'un certain nombre de maternités commencent à adosser. Je pense notamment au CHU de Lille avec le professeur Storm. Et puis ça concerne les entreprises aussi, hein, qui doivent s'organiser pour... normalement, c'est dans la loi déjà. Hein, normalement, chaque entreprise de plus de 100 salariés, je crois, doit prévoir une salle d'allaitement si une femme veut pouvoir allaiter. J'ai quelques doutes sur le fait que ça soit dans beaucoup d'endroits. Voilà. Et puis toute dernière chose, qui n'est pas la moindre des choses, on revient un peu sur les 1000 jours. Et ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. À la suite du rapport Boris Cyrulnik qui préconisait, avec une vision assez à maxima, parce que c'était à la fois un centre de ressources, de recherche, c'était pour les parents, enfin, mais de déployer des maisons des 1000 jours partout en France. Et puis on me demandait souvent, il faut créer des maisons des 1000 jours, etc. Et puis il y a des initiatives d'ailleurs, notamment par des communes qui créent des maisons des 1000 premiers jours. Moi j'ai toujours dit, les maisons des 1000 jours, elles existent déjà en fait. Ça s'appelle la PMI. Alors ça va jusqu'à 6 ans, ça dépasse un peu. Dans la réalité, vous savez très bien que les PMI en fait ne voient que les enfants de 0-3, pour des raisons aussi d'effectifs, voilà. Hein. Les raisons ne sont pas forcément les bonnes. Toujours dit que c'est une réalité. Et moi, je pense qu'il faut à la fois renforcer les PMI, avec donc un certain nombre de mesures là qui sont proposées, notamment sur les effectifs. Il y a des dimensions salariales, il y a des dimensions statutaires. Nous, on promeut par ailleurs beaucoup les exercices mixtes et les exercices partagés, qui correspondent par ailleurs aux volontés des jeunes soignants aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà. Enfin, je pense qu'on n'est pas les premiers à vous le dire. Vous êtes un certain nombre d'entre vous êtes médecins. Bon, voilà. On va revenir rapidement sur le numerus clausus et le numerus apertus. Mais aujourd'hui, pour un médecin qui part à la retraite, il en faut 2 pour le remplacer, voire plus. Et puis, aujourd'hui, un PUPH, il veut aller une journée en PMI. Et puis, en PMI, ils veulent aussi pouvoir aller, on parlait de la médecine scolaire tout à l'heure, on va créer un service de santé scolaire qui va devoir aller de toute façon chercher bien au-delà des seuls 800 médecins scolaires actuels, et que ceux qu'on pourrait recruter demain qui ne seront de toute façon pas suffisants. Donc nous, on va jusqu'à créer carrément un statut de médecin de fonction publique, en quelque sorte, commun, PMI, santé scolaire, centre de santé, hôpital. Alors, il faudra voir à quel niveau de salaire on les met, parce qu'il faut que, voilà, et a priori, ils voudront tous que ce soit plutôt par le haut. Bon, donc ça aura un coût. Mais voilà, mais favoriser, en tout cas. Et donc, c'est ça qui renforcera les PMI, et dont on propose, par ailleurs, qu'elles se transforment en maison des 1000 jours et de l'enfance, pour pas qu'il y ait de trous entre le 3-6, voilà, qu'il n'y ait pas d'effet de borne. Mais voilà, et moi, je trouve que ça, ça ancrerait dans notre pays le concept des 1000 premiers jours. Voilà. Et puis, ça revaloriserait aussi ce qu'est la PMI, parce que je pense que tout le monde est très attaché aux 1000 premiers jours. C'est valorisant de travailler pour les 1000 premiers jours, je pense. Voilà.
vous parliez de la rémunération des médecins de fonction publique. Vous avez une fourchette, non, une idée ou... Alors, c'est ce que je vous mets en tout petit, là. On était parti sur la grille de praticiens hospitaliers, vous voyez, et que vous travailliez finalement un jour, 2 jours par semaine à l'hôpital, ou que vous soyez toute la semaine à l'hôpital, hein, et que vous ayez un exercice qui soit mixte, qui soit partagé. La grille devrait être la même. Hein. Et en effet, à partir de ces différentes missions, on voit bien que c'est aussi la diversité des missions qui fait l'intérêt des emplois, qui évite qu'on s'épuise, qui évite qu'on ait des missions de médecins qui partent parfois amers et désabusés, alors qu'il y a beaucoup de travail et qu'on est tous convaincus, par exemple, autour des PMI, hein, de l'immense service qui est rendu par ces équipes. Hein. Les parents en témoignent tous. Hein. C'est des endroits extraordinaires où les équipes ont une expertise, mais sont insuffisamment dotés pour pouvoir faire face aux demandes. Donc, il faut vraiment qu'on puisse renforcer ces PMI Maison des 1000 jours, hein, et pouvoir les doter de médecins et de soignants. Hein. Et vous avez vu la ligne des médecins, mais il y a aussi la ligne des puéricultrices, qui joue un rôle tout à fait majeur dans les examens de routine, mais aussi l'accompagnement, le dépistage, l'orientation, les conseils aux familles, la parentalité. Et ça, les familles y vont avec des enfants de 8 jours. Hein. Donc, c'est vraiment un endroit où se crée la santé de plus tard. Et ces exercices mixtes permettent aussi d'améliorer la fluidité des parcours et d'éviter les ruptures. Puisqu'en fait, vous avez des professionnels qui vont d'une institution à l'autre et qui suivent les enfants, pas forcément. Mais bon, enfin voilà, et ça crée cette coordination, ça casse les silos et ça évite les ruptures, les fameuses ruptures françaises. Mais du coup, ces médecins, je ne sais pas comment on les avait appelés. On les a appelés médecins de fonction publique. Médecins de fonction publique. Ce serait de quelle spécialité ils sont issus? Alors ça peut être des pédiatres, ça peut être des médecins généralistes, comme il y a déjà beaucoup, hein, qui se sont formés spécifiquement à l'occasion d'un DU à la santé de l'enfant. Ce qui sera de moins en moins possible, non, visiblement, avec les formations et les spécialités un peu en silo des formations médicales aujourd'hui. Alors il reste quand même les DU, les DIU, les diplômes qui permettent à des médecins généralistes d'acquérir des connaissances, des compétences en santé de l'enfant. Il y en a à peu près dans toutes les universités. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui fonctionne un grand nombre de ces PMI avec des médecins qui se sont formés dans un second temps à cette spécialité. Okay. Et ce schéma de Maison des 1000 jours, il y a beaucoup de personnes, on a beaucoup de ressources humaines. Vous l'avez proposé en ayant un objectif, en se disant à court terme ou à moyen terme, c'est possible en augmentant les formations, et quel coût, je ne veux pas le coût là vraiment réellement, mais est-ce que c'est en coût acceptable par rapport au contexte actuel? Et en termes de formation, est-ce qu'on serait prêt à mettre de telles structures en place? En termes de coûts, il y a besoin de temps médical. D'ailleurs, il y a un certain nombre de besoins qui ont été estimés. Donc, ça nécessite des recrutements, de la formation. Il y a un coût qui est lié à cette création de statut de médecin de fonction publique, si on le crée, et en fonction de la grille salariale que l'on retient. Et vous avez compris que pour que ça marche et que les gens adhèrent et bougent, il ne faut pas qu'il y ait des... il y a de la vocation et de l'engagement, mais bon, voilà, ils sont humains comme nous tous, et c'est normal. Donc ça aura un coût. Après, en réalité, moi, si vous voulez, sur les PMI, sur lesquels moi j'ai remis 100 millions d'euros qui avaient été enlevés ces 10 dernières années par les départements. Hein. On a soutenu aussi avec de la délégation de compétences, etc. Donc moi j'y crois beaucoup. Je pense que ça ne suffit pas et donc il faut aller plus loin. Et donc partant de là, et on a eu des débats avec notamment un certain nombre de professionnels de PMI eux-mêmes. Hein. On n'est pas forcément tout le temps alignés, mais il y a un moment. Soit on continue à se réfugier derrière les totems, donc on se dit, il y avait ce très beau concept d'universalisme différencié, mais qui en fait, avec le risque que la PMI finisse, comme c'est le cas déjà dans certains territoires, par être une médecine du pauvre. Mais on peut faire ça, hein. Mais dans ce cas-là, moi je suis pragmatique, dans ce cas-là on se le dit, et puis on en tire toutes les conséquences. Voilà. Et puis on cible les moyens sur ces populations-là, et puis on s'organise peut-être différemment, peut-être qu'on fait dans ce cas plus d'aller vers, parce qu'on sait qu'il y a certaines populations qui ont une difficulté par rapport aux nations. Bon, voilà. Ou soit on se dit qu'on veut renouer avec la dimension universelle de la PMI,
et qu'on donne les moyens dans ce sens-là. Et moi, je pense que ça passe notamment par un recentrage sur ce qui est l'état de fait aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des enfants, en réalité, que voit la PMI ont entre 0 et 3 ans, voire même, je ne sais pas si c'est jusqu'à 3 ans. Et donc, on se recentre là-dessus, on renforce en moyens, mais en termes de compétences de formation, globalement, ce virage-là sur on n'est pas juste là pour peser l'enfant, etc., mais pour faire de l'accompagnement à la parentalité, pour parler... Ce virage-là est déjà pris par un certain nombre de PMI et par un certain nombre de professionnels. Donc voilà, il faut juste continuer à l'accompagner. Et il est évident que cette question d'un recentrage quand même, on a appelé ça Maison des PMI, des 1000 jours et de l'enfant, une fois encore, pour pas qu'il y ait d'effet couperet, ni dans l'esprit, ni dans les faits. Et évidemment, s'articule avec un autre sujet qu'on n'a pas mis là, avec la question de la refonte de la santé scolaire. Qui était moins périnatale, donc on ne vous l'a pas mis. Voilà, on ne l'a pas mis, mais les deux réformes vont ensemble pour justement qu'il y ait ce continuum. Et maintenant, l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Vous le savez, vous l'avez voté. Et donc, les deux réformes vont ensemble pour assurer et faciliter par, là aussi, la fluidité des exercices des professionnels. Voilà. Ça, c'est un gros projet. C'est un projet qui ne peut se faire qu'avec les départements. Voilà, c'est des choses qui ont été évoquées avec les professionnels eux-mêmes, évidemment. Moi, c'est quelque chose à laquelle nous sommes très attachés. Moi, je pense que c'est un bel objet. Puis une fois encore, faut sauver la PMI, comme le disait Michel Perron dans son rapport de 2018. Hein. Et c'est pas encore garanti. On enchaîne avec les items suivants. Vous posiez une question dans le document que vous nous avez transmis sur l'articulation des différents soignants autour des parcours de soins de l'enfant. Et donc voilà la proposition qui a été faite d'avoir une gradation des soins de manière à ne pas avoir d'emblée recours aux spécialistes de tel ou tel organe, mais bien avoir un médecin référent, qui soit généraliste ou pédiatre, qui connaisse l'enfant, qui le voit régulièrement, et qui puisse articuler avec les fameuses PMI ou nouvelles maisons des 1000 jours, la santé à l'école, mais aussi des infirmières puéricultrices qui pourraient avoir une pratique avancée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qui pourrait permettre d'accomplir un certain nombre de missions dans lesquelles elles ont une expertise et un savoir-faire tout à fait considérable. Les infirmières, de la même manière, qui souhaiteraient se former, les orthophonistes, les kinés, bref, tous les spécialistes de la santé de l'enfant, avec un accès en direct. Et puis un deuxième recours en cas de difficulté identifiée, avec des professionnels qui exercent cette fois-ci dans des domaines plus spécifiques. Et puis le troisième recours, qui est le centre hospitalier ou le centre hospitalo-universitaire pour tout ce qui est médico-chirurgical, soins intensifs ou maladies chroniques identifiées. Ça doit répondre aussi à la question qui était la question initiale qui nous était posée, qui était la question des urgences pédiatriques et de leur embolie. Et donc, et avec l'idée aussi d'avoir que chaque enfant puisse, idéalement dès l'anténatal, ce qui est un peu compliqué en termes d'organisation, mais l'idéal serait celui-ci, de désigner un médecin référent. On voit trop souvent, malheureusement, aux urgences, des familles arriver avec des bébés de 10 jours, 15 jours, qui les inquiètent, parce qu'ils pleurent, parce qu'ils ont de la fièvre, et on leur demande qui est votre médecin traitant, je ne sais pas. Et donc pouvoir avoir d'emblée identifié la personne qui sera ressource et qui sera le médecin référent, ça paraît peut-être utile pour éviter ces passages aux urgences qui sont évitables et qui ne sont pas souhaitables du tout, puisque c'est quand même des milieux où il y a beaucoup de microbes et où on ne souhaite pas venir exposer des tout-petits. Et donc ça, c'est le dernier sujet qu'on voulait partager avec vous, qui est celui, on l'a bien vu, indispensable de l'offre de soins. Aujourd'hui, on nous dit que 20% des Français n'ont pas de médecin traitant, que toutes ces familles qui affluent par centaines aux urgences nous disent « je n'ai pas trouvé, je ne sais pas où aller ». Donc, on est, dans le cadre de ces recommandations, des propositions des assises, on est tout à fait convaincu qu'il faut améliorer l'offre de soins de manière quantitative et qualitative. J'ai souligné le « et » parce que j'y tiens. Il faut plus de professionnels de santé, mais formés à la pédiatrie ou en tout cas à la santé de l'enfant. Et donc, le numerus apertus qui augmente, ça c'est une très bonne chose. Et on a vu sur les courbes qu'on allait bientôt arriver à peu près au nombre de diplômés des années 80.
après un creux qui a été vertigineux. Pour autant, et donc on l'a évoqué tout à l'heure, les diplômés des années 2024-25 ne travailleront pas comme leurs aînés. Et donc, de manière un peu caricaturale, on a dit qu'il fallait arrêter de s'intéresser au nombre de diplômés, mais au temps médical disponible. Et que le temps médical disponible, eh bien, si on veut avoir une cible qui permette à chaque Français d'avoir un médecin traitant, et donc c'était une des propositions portées par les assises, un médecin traitant pour chaque enfant, eh bien, il faut multiplier au moins par 2 le nombre de médecins diplômés, puisque ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'heures de temps médical disponible et pas le nombre de médecins inscrits à l'ordre. On n'en est plus là. Donc là, je vous ai remis la pyramide des âges que vous connaissez comme moi, avec cet aspect qui s'est déroulé là sur les 10 dernières années de la génération des grosses promotions, donc des années 80, où il y avait en effet beaucoup de médecins formés, avant la réduction drastique du numerus clausus. Donc là, on attend beaucoup de ce numerus apertus, même si on sait qu'il y a un décalage de 10 ans pour former un médecin. Mais pour autant, de point de vue des gens qui ont travaillé, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Je pense que ça ne suffira pas parce que la population, alors on est chez les petits, mais la population vieillit, donc on a aussi une population âgée, il y a une paupérisation, on a un temps médical pour chacun qui est aujourd'hui c'est 2, enfin c'est quasiment 2,8 on dit globalement pour le remplacement d'un médecin et la population qui augmente en nombre, donc non, je pense que ça ne suffira pas. Et on a eu un retour alors, je ne sais pas si c'était des pédiatres qui nous disaient que la formation des médecins généralistes aujourd'hui, ils allaient réduire en fait le temps. On y arrive. Juste avant de parler de la formation des médecins généralistes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire, 85% des consultations d'enfants sont faites par des médecins généralistes. Donc, ils sont au cœur du dispositif. Ce sont eux les médecins référents des familles. Et c'est très bien comme ça. Sous réserve qu'ils puissent être formés à la santé des enfants, qui fait à peu près... Les enfants, c'est 20% de la population française. Donc, c'est 20% des consultations. Et donc, il faut que ces médecins soient formés. Et donc, pour les former, on a vu, il en faudra plus, ça c'est sûr. Donc, je me permets au passage de souligner que si on augmente le nombre de médecins formés, il faut plus d'enseignants. Et aujourd'hui, on a vu cette augmentation, et on s'en félicite, du numerus apertus, mais on n'a pas vu d'augmentation des enseignants. Alors, les lieux de stage, je pense qu'il y a des alternatives. Il faut être un peu, astucieux, imaginatif, inventif. Il y a des lieux de stage qui peuvent être ouverts, en particulier en milieu libéral. Il y a les PMI qui peuvent être des lieux de stage formidables. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais ça va nous demander, en effet, du travail, de la mobilisation. En tout cas, il faudra plus d'enseignants. Et donc, on évalue, vous voyez, ce nombre à une centaine pour la pédiatrie. Et il en faudra aussi beaucoup en pédopsychiatrie. Pour ce qui est en effet de la formation théorique et pratique en santé de l'enfant, pour les médecins généralistes qui sont, on l'a vu, au centre des prises en charge et qui sont les référents de première ligne des familles, eh bien, en effet, notre proposition est de former tous les internes de médecine générale à la santé de l'enfant. Et malheureusement, il y a une réforme qui doit s'appliquer au 1er novembre et qui prévoit de diviser par 2 le stage de pédiatrie, puisque ce sera 3 mois de pédiatrie qui sera proposé à l'ensemble de ces internes, de la pédiatrie tantôt hospitalière ou tantôt libérale, ou au cabinet du médecin généraliste qui voit beaucoup d'enfants. Donc peu importe le lieu de stage, mais ce ne sera que 3 mois. De notre point de vue, c'est absolument incompatible avec cette formation qui nécessite d'avoir vu beaucoup d'enfants. Et 3 mois, c'est totalement insuffisant.
Donc, je veux bien le clic d'après. Notre inquiétude, c'est que, en effet, cette réforme soit totalement incompatible avec l'amélioration de la formation à la santé de l'enfant. Et si un certain nombre de nos confrères généralistes sont très au fait de la santé de l'enfant, il y a aussi des besoins de formation qui sont aujourd'hui insuffisants et qui portent sur des domaines qui pourraient être extrêmement variés. On a parlé de parentalité, on a parlé du tout petit, du retour des bébés de 8 jours de la maternité. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, examiner un tout petit. Si on n'en a jamais vu, c'est compliqué, c'est pas intuitif et on peut pas s'auto-former à la santé de l'enfant. Et donc, bien évidemment, ils apprennent la santé de l'enfant auprès des maîtres de stage et des praticiens généralistes libéraux qui les accueillent, mais ce qui ne suffit pas aujourd'hui. Et donc, il nous paraît indispensable qu'il y ait une durée de 6 mois minimum pour se former à la santé de l'enfant. Ce n'est pas ce qui est prévu, ça commence au 1er novembre, ça donne lieu à beaucoup de tensions. Voilà, et tension, je pèse mes mots. On pourrait presque parler d'agressivité, sur une réforme qui a été signée en juillet 2023 dans l'urgence, puisque les internes allaient choisir et qu'il fallait qu'ils puissent avoir une nouvelle maquette. Mais cette maquette n'est absolument pas adaptée aux missions du médecin généraliste, qui est encore une fois le médecin référent qui va être au centre du dispositif de la santé de l'enfant. Et donc, ça nous paraît totalement impensable de diminuer la durée de ce stage à la santé de l'enfant. Quand vous parlez de tension, c'est de la part de qui ? Alors, cette maquette a été confiée à 4 personnalités qualifiées qui ont émis donc un rapport et ses préconisations qu'on a rencontrées à la demande du ministre Aurélien Rousseau, qui avait signé cette maquette, pour essayer de trouver un compromis, une amélioration et pouvoir trouver un consensus qui permette de porter de 3 à 6 mois la formation. Il n'y a pas de consensus possible, il n'y a pas de discussion possible. On a eu un échange qui n'a pas permis d'aboutir et aujourd'hui on est face à un mur. Oui, et puis vous voyez bien que c'est antinomique, orthogonal avec nous tous, l'investissement que tous collectivement on veut remettre dans la santé de l'enfant, et nous les préconisations qu'on fait par ailleurs, la démarche globale qui est la nôtre. Donc non, on est assez inquiet sur ce point-là. C'est bon, après les assises, ça ne doit pas être un point de cristallisation sur les assises. Vous avez bien compris. Vous en avez vu qu'un aperçu, mais ça va bien au-delà, et voilà. Mais là, on est un peu quand même au cœur du réacteur, puisqu'effectivement, comme l'a dit Christelle, les médecins généralistes restent quand même les médecins de l'enfant, et c'est très bien comme ça. On doit aller voir le pédiatre que quand il y a une difficulté un peu plus grande. Donc là, on est un peu, c'est le droit commun dont on parle. C'est le tout venant, c'est tous les jours. Il y a eu des confusions avec l'idée qu'on souhaitait que ces 6 mois se fassent à l'hôpital. C'est pas le cas. Ces 6 mois, ils peuvent se faire ailleurs, pourvu qu'ils soient consacrés à la santé de l'enfant. Et ça nous paraît vraiment très important à défendre, parce que sinon, c'est pas cohérent avec ce rôle de médecin référent. 3 mois, c'est pas assez pour être familier avec l'enfant. J'avais une question, je l'ai plus. Je vous ai interrompu, je suis désolée. J'ai une question sur les pédiatres, en fait, qui nous disaient que, il y a toujours, pas l'opposition, mais qui revendique effectivement le fait de dire que le pédiatre reste aujourd'hui un peu le parent pauvre du système de la prise en charge malgré tout de l'enfant. Ils sont de moins en moins nombreux, peu de revalorisation. On a eu cette difficulté-là. Et le fait de dire qu'en fait, entre 0 et 1 mois, que le suivi de l'enfant sur cette phase très précoce était quand même important, que ce soit un suivi pédiatrique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez relevé.
Alors, il est évident que les parents choisissent leur médecin pour cette période de sortie de maternité. On aimerait qu'ils le choisissent par anticipation, mais parfois ce n'est pas toujours le cas. Et en effet, il y a des spécificités dans cette période de la vie. Et pour autant, on est, je crois, à une démographie médicale qui est de l'ordre de 8000 pédiatres en France. Donc on sait très bien que ça n'est pas possible. Donc il faut qu'on puisse rester quand même pragmatique. Et en effet, un certain nombre de familles s'orientent vers la PMI, où les gens ont cette expertise, d'autres vers leur médecin généraliste. Et il faut que ces généralistes soient formés aux sorties de maternité, à ces allaitements qui ne démarrent pas bien, à ces dépressions du postpartum, à déceler des alertes chez un enfant qui aurait une courbe de croissance qui n'est pas bonne. Et en effet, ça, c'est des choses qui nécessitent d'en avoir vu, d'en avoir pris en charge et qui font partie de ce qu'on apprend sur un stage de 6 mois de santé de l'enfant. Mais les pédiatres ne pourront pas voir les 700 000 naissances. Et après, que la pédiatrie, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, ait ce sentiment, que ce soit une réalité d'être sous-valorisé, je pense qu'on le partage, et d'ailleurs, on ne l'a pas partagé là, mais on préconise la revalorisation de tous les actes de la pédiatrie et de la pédopsychiatrie d'ailleurs, que ce soit à l'hôpital ou en libéral. Et je crois qu'il y a des travaux, un certain nombre de travaux en cours au niveau gouvernemental dans cette direction-là. Est-ce que je peux vous demander la diapositive suivante ? Donc ça, c'était un autre volet de l'amélioration de l'offre de soins qui porte cette fois-ci sur la formation des infirmières, des orthophonistes, des psychomotes, des ergothérapeutes. On sait depuis plusieurs années déjà, par exemple, que le programme de pédiatrie a disparu des écoles d'infirmières. Donc elles sortent de l'école, elles arrivent dans des services de pédiatrie totalement démunies, en découvrant un monde qu'elles ne soupçonnent même pas. Donc on souhaite remettre de la pédiatrie dans le programme des infirmières et dans leur terrain de stage, et que cette dimension de l'enfant soit aussi dans tous les programmes de ces professionnels de santé qui sont amenés à les prendre en charge par la suite. Donc on a cité les infirmières anesthésistes, mais en règle générale, tous les professionnels de santé doivent avoir un volet santé de l'enfant dans leur parcours de formation. Et la suivante porte sur le recrutement de personnels médicaux et non médicaux avec des compétences pour le suivi de ces enfants. Que ce soit, on l'a vu, les infirmières ou les puéricultrices dans le cadre des soins critiques, avec un diplôme spécifique pour pouvoir travailler en réanimation en soins critiques. La proposition est d'augmenter le nombre de DES, donc de diplômés en pédiatrie, en chirurgie pédiatrique également, où les rangs sont plus que clairsemés. Les radiopédiatres sont également en grande difficulté dans un diplôme qui est celui de radiologie en général, mais avec très peu de radiopédiatrie. Et puis, la proposition est de former et d'embaucher prioritairement des puéricultrices en reconnaissant leur diplôme au niveau de Master 2, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on sait bien qu'à l'hôpital aujourd'hui, quand on recrute une infirmière, ça coûte moins cher qu'une puéricultrice. Donc sur des missions où elles seraient plus compétentes, elles n'ont pas le poste parce que ça coûte plus cher. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir mettre en valeur, c'est la plus-value qu'elles apportent dans leur formation et dans la prise en charge des enfants. Et puis les formations en pratique avancée qui ne sont pas spécifiques à la pédiatrie, mais qui n'existent pas en ce qui concerne les IPA pédiatriques, ça n'existe pas. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir développer. Voilà, et puis enfin, là-dessus, il y a des travaux, des négociations, des discussions en cours entre les syndicats, les représentants de ces différentes formations et le ministère depuis plusieurs mois, d'ores et déjà, notamment sur la réingénierie du diplôme, la reconnaissance. Oui, mais là aussi, il y a une tendance effectivement qui va bien au-delà de notre sujet. Bon, voilà, ça commence j'ai l'impression, à se déployer. Mais un service rendu qui est extraordinaire et qui le serait aussi en pédiatrie. Bien sûr. Pour libérer du temps médical, d'autres missions. Et en psychiatrie aussi. Et donc ça, c'est ce qu'on évoquait tout de suite, la valorisation des actes, des séjours, pour tout ce qui concerne les prises en charge d'enfants en général, avec l'idée que ça prend plus de temps et que à ce titre, on doit pouvoir les prendre en charge, ce d'autant que ces prises en charge sont parfois lourdes et complexes. On pense à certaines maladies chroniques particulièrement difficiles à prendre en charge.
Et donc voilà les propositions finalement résumées de la santé périnatale. Vous pouvez tout mettre. Le registre, on en a dit un mot, assurer la sécurité des naissances, les prises en charge des enfants prématurés, la mort inattendue du nourrisson, l'investissement dans les 1000 premiers jours, ces PMI renforcées qui seraient des maisons des 1000 jours et de l'enfant, augmenter le nombre de professionnels formés en pédiatrie et en santé de l'enfant et former tous les internes de médecine générale à la santé de l'enfant. Et c'est un sujet qui nous paraît absolument majeur. 6 mois pour tous, ça devrait être la règle. C'était dense. Écoutez, je pense merci qu'on a couvert à peu près, j'espère, non, mais c'est, vos interrogations. oui, c'est très très bien. En plus, vous nous avez présenté ça de façon très accessible. Véronique. Oui, donc moi je voulais donc vous remercier. J'ai pas de questions particulières. C'était effectivement très complet. Ça répondait globalement à l'ensemble du questionnaire. On a appris beaucoup de choses, même si ça a recroisé certaines auditions, notamment le registre, qui effectivement semble chez tout le monde une absolue nécessité. Puis il y aura quelques sujets qu'on pourra effectivement pousser dans les différentes possibilités parlementaires que l'on aura. Quel est votre, si je peux me permettre, votre calendrier à vous sur cette normalement, on doit présenter au mois début juillet, fin juin, début juillet. Voilà. Très bien. Très bien. Merci pour votre merci à vous. Et en espérant que d'ici fin juin, début juillet, il y ait eu des annonces et que les assises se soient tenues. Et très on sera très attentifs sur les assises, effectivement. Et les mesures qui auront été arbitrées. Parce que ça reste le suspense. Absolument. Voilà, un en grand tout cas, merci à vous. Merci.